Bonjour à tous. Donc nous voilà prêts à faire cette dernière table ronde qui a pour thème une prise de conscience globale grâce au digital, comment nous engager demain. Je suis très honorée de recevoir Adeline Rapon, qui est une influenceuse engagée, créatrice de contenu, et Clémence Pajot du Centre Aubertine Auclair pour l'égalité femmes-hommes. Peut-être que pour commencer, vous pouvez vous présenter, Clémence. Merci d'abord de m'accueillir sur cette table ronde aujourd'hui et nous donner la possibilité de parler de ce qu'on fait. Le Centre Aubertine Auclair, c'est le Centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. C'est un centre de ressources qui a été créé à l'initiative des acteurs et des actrices de la région Île-de-France qui sont engagés pour l'égalité. On est à la fois un organisme associé de la région Île-de-France et une association qui réunit plus de 230 membres qui sont des associations féministes, des collectivités locales, des syndicats, avec pour mission à la fois d'accompagner toutes les initiatives qui sont lancées en Île-de-France pour promouvoir l'égalité femmes-hommes ou la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi de diffuser une culture de l'égalité. Ce qui veut dire, diffuser une culture de l'égalité, ça veut dire changer finalement les mentalités. Et depuis l'origine, depuis la création du centre il y a 10 ans, on a pour cible prioritaire la jeunesse. Ok, super. Et toi, Alors, moi, je suis blogueuse, influenceuse, instagrammeuse, très axée donc, dans tout ce qui est mode, lifestyle, photographie, culture, et avec un intérêt, et en tout cas une voix beaucoup plus prononcée pour aujourd'hui les aspects assez engagés, assez sociétaux, vraiment tout ce qui va permettre de discuter, de remettre en question certaines choses, en tout cas de réinterroger un petit peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Ok, donc toi, tu te présentes tel que tu es sur les réseaux sociaux. Ça fait plus de 10 ans maintenant que tu as eu un blog, puis Instagram. Tu as presque 70 000 personnes qui te suivent. Est-ce que justement d'être engagée t'a apporté, et il y a eu des choses positives et négatives qui se sont passées autour de ces engagements? Alors oui, c'est-à-dire qu'évidemment quand on prend la parole sur des sujets qui sont effectivement parfois clivants, en fait c'est forcément, on ne va pas plaire à tout le monde, ça c'est évident. Il y a des marques qui ne vont pas vouloir justement qu'il y ait de voix qui soient autant engagées vers un endroit ou qui vont être aussi affirmées. Après, en fait, de ce que j'ai pu remarquer, c'est-à-dire que très longtemps, justement, je ne disais rien, je ne disais pas rien, mais j'étais beaucoup moins, en tout cas, expressive, quoi. Voilà, c'était beaucoup moins présent. Et en fait, c'est justement quand j'ai commencé à aborder le sujet, notamment, par exemple, le moment où je m'en suis rendu compte, c'est lorsque j'ai parlé d'appropriation culturelle. Et c'était fascinant, parce que j'ai eu plein de réponses, et ça a engagé une conversation, en fait, très très nourrissante et aujourd'hui justement dès que je commence à prendre un sujet et de l'aborder et d'en discuter avec les lectrices et lecteurs, ça devient toujours quelque chose qui est très très nourrissant parce que j'apprends autant, je pense que je transmets de choses, quoi. Ouais, j'ai l'impression en tout cas. C'est le retour que j'ai. Ok. Et Clémence, donc le Centre Aubertine Auclair a réalisé plein de campagnes dont on a hâte que vous nous parliez, je crois depuis 2015. Quel type de campagne, à quelle cible, et puis où vous en êtes aujourd'hui? Alors on a nos premières campagnes effectivement ont démarré en 2015, toujours en direction des adolescentes et des adolescents. Notre cible en gros c'est les lycéennes et les lycéens. Et nos premières campagnes étaient vraiment sur la prévention des violences. Notre première campagne était sur la prévention du cybersexisme. On avait fait une étude dans les lycées qui montrait à quel point ces nouvelles formes de violence qui s'exercent à l'encontre des femmes, et notamment des adolescentes via les réseaux sociaux et les outils numériques, à quel point elles étaient présentes, mais mal définies, peu identifiées, et surtout, il y avait les établissements scolaires, d'ailleurs c'est ce qui nous renvoyait, aucune prévention, les professionnels, les adultes étant complètement démunis face à ces agissements. Donc notre objectif c'était de définir à travers le mot cybersexisme ces nouvelles formes de violence. Donc notre première campagne sur ce sujet,
on l'a mené à la fois dans les lycées, de manière assez classique, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était nouveau. On l'a mené notamment grâce à un partenariat avec Facebook, qui nous a permis de diffuser largement la vidéo de la campagne en ciblant les jeunes. Donc ça, c'était vraiment le partenariat Facebook qui nous a amené à démarrer sur ces campagnes sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu 22 000 vues du hashtag Stop Cybersexisme et cybersexisme sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce terme maintenant est régulièrement utilisé et employé. On a mené en 2017 une campagne, la première campagne en France sur la prévention des violences dans les relations amoureuses des adolescents et des adolescentes. On partait du constat que les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences sont très peu sollicitées par les jeunes femmes. Or, les études de victimologie montrent que c'est souvent dans la jeunesse que les premières violences, les violences sexuelles, mais aussi les violences dans le couple surviennent. Et notre objectif, c'était de faire prendre conscience aux jeunes femmes, mais aussi aux garçons, aux hommes, aux jeunes hommes, qu'un certain nombre d'agissements sont déjà des violences conjugales. Toutes les campagnes jusqu'à présent sur les violences conjugales, elles mettaient en scène plutôt des femmes entre 35 et 50 ans, avec des enfants, en couple marié, cohabitant. Donc les jeunes femmes, elles ne se reconnaissent pas dans cette figure de la femme mariée avec des enfants qui est battue, avec ce terme battu, encore employé aujourd'hui, par son conjoint. Donc notre objectif à travers cette campagne « Tu m'aimes, tu me respectes », c'était de montrer que le fait de vouloir contrôler les relations, d'exercer des violences sexuelles, donc de se passer du consentement dans les relations sexuelles, de contrôler aussi la manière de s'habiller, c'est déjà des violences conjugales. Et notre objectif à travers cette campagne, c'était de faire en sorte que les jeunes se saisissent de ce sujet, s'en emparent. Et là, on a travaillé avec les influenceuses Maud et Juliette de la chaîne Tu m'aimes, tu me respectes, qui avait d'ailleurs invité Jeanne Rachid pour faire une vidéo avec elle. Et on avait produit 4 petits spots, pareil, qu'on a diffusés très largement sur les réseaux sociaux, des petits spots très courts et assez percutants, qui utilisaient l'humour, ce qui n'est pas toujours évident sur ces sujets-là. Et on a eu 3 600 000 vues, je crois, sur les vidéos, donc ça a plutôt bien marché. Et puis, peut-être parler de la dernière campagne qu'on a menée, Sexisme, parlons-en, sur un sujet qui est beaucoup plus compliqué à aborder avec les jeunes. Donc, notre objectif, c'était de faire le lien entre le sexisme et les violences, de montrer que dans le sexisme, enfin, les violences prennent racine en fait, dans le sexisme qui perdure encore dans notre société et qui existe chez les jeunes. Et notre objectif, c'était d'amener les jeunes à s'interroger sur les idées ou les propos sexistes qu'ils peuvent ou elles peuvent véhiculer, souvent malgré eux ou malgré elles, mais parce qu'imprégnés de stéréotypes. Alors pour cette campagne, on a travaillé avec Rose Carpet, donc, qui est un média qui vraiment cible bien les jeunes, et en particulier les jeunes femmes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc on a travaillé avec Laetitia Berteuil, qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle Le Pantalon, qui parle de toutes les injonctions qui sont faites aux femmes sur la manière de s'habiller. Ça a été diffusé très largement sur la chaîne Rose Carpet et Wonder. On a quand même eu 3 millions de vues pour la vidéo sur ces chaînes. Et surprise, un jeune influenceur a repris la vidéo sur TikTok. Il a été suivi par d'autres influenceuses, et notamment des influenceuses qui sont très suivies. Et c'est quand même 16 000 influenceurs et influenceuses qui ont repris 1 minute de la vidéo, qui est vraiment on va dire le climax de cette vidéo. Et donc, c'est plus de 10 millions de jeunes à peu près, on estime, qui l'ont vu. Donc là, c'était vraiment une très belle surprise pour nous. Et c'est ça qui vous amène aussi à réfléchir à faire de l'influence, à faire des campagnes d'influence. On est convaincus aujourd'hui que si on veut aller toucher les jeunes sur les médias qu'ils consultent, il faut passer par ces nouveaux médias, en fait, ouais. Que sont les réseaux sociaux et notamment les influenceuses et les influenceurs. Ouais. C'est une belle introduction, c'est la bonne façon en fait en tout cas de rendre un sujet un peu plus mainstream entre guillemets. En fait, ça intéresse, ça interpelle et donc ça donne envie de réfléchir plus loin, c'est super. Et justement, toi qui es influenceuse, quand tu entends ça, est-ce que tu trouves que l'influence a aussi évolué dans ce sens-là, qu'il y a plus d'engagement, de solidarité? Est-ce que autour de toi, est-ce qu'on remarque qu'avec la professionnalisation, finalement, il y a aussi un peu une évolution dans ce sens? En fait, justement, ce que je trouvais intéressant au tout début des blogs, donc c'était même avant Instagram, c'est que c'était vraiment un journal.
on suivait en fait c'était surtout des femmes à l'époque, on suivait des femmes qui étaient différentes de ce qu'on voyait dans les magazines. Donc c'était d'un seul coup, on suivait quelqu'un qui pouvait nous ressembler, qui n'était pas contrôlé complètement de A à Z par Photoshop, par les régimes, etc., par les agences. Et donc en fait, on avait une proximité qui était assez intéressante. Et ça, c'est quelque chose qui a un peu disparu avec la professionnalisation du métier. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a envie de retrouver ça, notamment avec tous les discours de body positive, de retrouver des personnes qui vont avoir un corps, avoir une couleur différente, avoir en fait un style différent, et que ces personnes-là vont avoir un peu plus de présence. Et j'ai le sentiment que justement aujourd'hui, toutes les questions sociales, tous les mouvements militants ont aussi une influence justement sur les influenceurs en eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, je trouve que de plus en plus d'influenceurs prennent la parole, en tout cas sur tout ce genre de sujets-là. Et j'ai l'impression également, en tout cas c'est ce que j'ai pu voir pendant Black Lives Matter notamment il y a 2 mois, que lorsque les influenceurs, eux, ne prenaient pas la parole, je voyais beaucoup de commentaires qui disaient « Bon qu'est-ce que vous dites ? Où en êtes-vous » Et justement, c'était là aussi la question, c'est en fait, quelle est notre place ? Qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, est-ce qu'on peut aussi choisir d'être juste quelqu'un qui n'est pas du tout militant, qui ne va pas du tout être engagé ? C'est toute la question. Et toi, tu es engagée. Oui, qu'est-ce que tu te dis sur ton rôle, t'as envie de continuer à défendre ça, oui. Et qu'est-ce que tu défends d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas forcément? Oui, oui, je suis très axée sur les questions féministes, sur l'antiracisme, sur l'éthique et l'écologie. Et c'est vrai que de toute façon, pour moi est assez lié de toute façon. Et c'est vrai que je pense que je serais plutôt incapable de ne jamais rien dire, au contraire. Donc c'est même aujourd'hui mes partenariats, mes décisions de style de partenariat ou avec qui est-ce que je vais m'associer, etc. En fait, je vais beaucoup poser les questions. Ça m'intéresse réellement de savoir. Ça me paraît aujourd'hui être une étape qui devrait être obligatoire chez tous les influenceurs, c'est poser la question. Avec qui est-ce que je m'associe et qu'est-ce que je véhicule comme message. Clémence, est-ce que vous, donc là vous travaillez avec des influenceurs, vous voulez être présent aussi dans les lycées, des grandes campagnes de prévention. Comment vous choisissez les gens avec qui vous travaillez, les influenceurs? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que vous êtes fixé On a plein de critères, c'est ça qui est compliqué. Un critère de diversité, d'abord, parce que c'est important que le public à qui on s'adresse se retrouve et s'identifie à l'influenceuse et l'influenceur qui va porter les messages. Donc ça, c'est un critère extrêmement important. On a un autre critère qui est compliqué, c'est qu'on veut pouvoir toucher des publics qui ne sont pas déjà sensibilisés. Et ça, c'est un peu la difficulté qu'on a depuis le début, c'est que les influenceuses et les influenceurs qui finalement acceptent de travailler avec nous, souvent, vous le disiez très bien, ont envie de porter cette cause-là. Or, ce qui est génial, et on en a besoin, et on a besoin de vous. Et en même temps, si on veut arriver à changer les mentalités de jeunes qui sont très loin de nous, et très loin de nos sujets, il faut aussi qu'on passe par des influenceurs et des influenceuses qui ont des communautés qui ne sont pas déjà sensibilisées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent jamais de ces sujets-là, mais qui, en tout cas, dans leur communauté, ont des gens qui sont très loin de nos sujets. On va essayer d'aller chercher les publics qui sont les plus loin de nous. Et pour essayer de les ramener vers nous. Et la difficulté qu'on rencontre, c'est que, par exemple, on aimerait beaucoup pouvoir travailler davantage avec des influenceurs, parce qu'on veut aussi s'adresser aux garçons. Quand on parle des violences, quand on parle du sexisme, il faut absolument qu'on s'adresse aussi aux garçons. Et on s'est aperçu que finalement, les influenceurs qui sont les plus éloignés de nos causes ne sont pas forcément les plus... intéressés finalement par ce qu'on fait. Peut-être que c'est un risque aussi pour elles et pour eux de parler de ces sujets-là. On a un autre critère qui est important aussi, c'est le taux d'interaction avec les communautés. On ne veut surtout pas être descendant. Nous, si on passe par des influenceurs et influenceuses pour passer nos messages, c'est parce qu'on ne veut pas être dans des campagnes verticales où on va expliquer aux jeunes comment ils doivent penser, où elles doivent penser. Donc pour nous, ce qui est important, c'est surtout que les jeunes s'emparent de ces sujets, en discutent, que ça devienne un sujet de débat.
On a vu des choses magnifiques d'ailleurs de filles qui sur les réseaux sociaux voilà, discutaient avec les garçons, de garçons qui disaient ah mais j'avais pas conscience que quand je faisais ça finalement peut-être que, puis d'autres qui sont complètement dans le déni, hein, il y a de tout mais c'est pas grave, ça suscite du débat. Donc voilà, le taux d'influence et d'engagement est extrêmement important. Pour vous donner une idée sur la campagne Sexisme Parlons-en, c'était 33% le taux d'engagement. Donc voilà, ça c'est pour nous un critère important. Moi, même si on n'atteint pas ce taux-là, en tout cas, ça peut être un objectif. Voilà, donc ça fait... Et puis, pardon, deux autres risques aussi, c'est-à-dire que c'est important pour nous aussi que les personnes qui incarnent la campagne ne véhiculent pas à travers leur contenu des messages qui sont contradictoires avec nos sujets. Donc par exemple, des femmes qui sont hyper sexualisées dans les contenus qu'elles diffusent sans avoir de réflexion, de déconstruction un peu aussi de cette injonction toujours à plaire, voire même à être disponible, à rendre son corps disponible au regard des hommes notamment. Voilà, ça c'est des choses avec lesquelles il faut qu'on fasse attention. Et puis le dernier risque, c'est d'avoir des influenceurs qui pourraient plus tard être rattrapés par des affaires. Il y en a eu un certain nombre qui ont été dénoncées. Voilà, c'est des choses qui sont difficiles à anticiper, mais c'est aussi un risque. Et donc là, le thème de notre table ronde, c'est comment nous engager demain. Pensez-vous que le digital favorise la prise de conscience? Est-ce que vous pensez que le digital aide à véhiculer tous ces messages et effectivement à favoriser cette prise de conscience auprès de tous? Pour moi, clairement. Enfin, de toute façon, en fait, les médias ont toujours servi à véhiculer tout un tas de choses, que ce soit culturel, que ce soit information, pardon, politique, etc. Et les médias, les influenceurs, les réseaux sociaux, etc., ce sont en fait des sources énormes d'informations. Et pour moi, oui, clairement, enfin, c'est pour ça que je trouve qu'il est important aussi aujourd'hui de se poser aussi la question lorsqu'on a justement un pouvoir être suivi par des milliers de personnes. On a un pouvoir, on a une assise qui est quand même assez importante. Et pour moi, il est important de se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de donner à ce public-là. Parce que c'est un vrai public. Donc ouais, pour moi, c'est un médium et média qui a une importance folle aujourd'hui à ce niveau-là. Ouais. Je suis complètement d'accord, c'est extrêmement puissant. Il faut voir le mouvement MeToo par exemple, pour revenir encore à nos sujets. Il a permis une prise de conscience qui perdure d'ailleurs, puisqu'on voit qu'avec le dernier hashtag Balance ton bahut, les jeunes femmes dénoncent aujourd'hui justement le sexisme et cette injonction toujours à s'habiller selon une norme qui n'est jamais clairement définie d'ailleurs, parce que oui, pour moi aujourd'hui le digital permet des mobilisations extraordinaires. Les influenceuses et les influenceurs ont le pouvoir de relayer ces mobilisations, de leur donner un écho. On l'a vu là avec Balance ton bahut, qui a été relayé aussi par des influenceuses. Donc ça permet de faire boule de neige. Et on l'a vu avec MeToo aussi. Je dirais pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Oui, c'est vrai, dans les deux sens. Et puis la portée internationale, qui est énorme aussi, parce que finalement, un message qui part d'une ville des États-Unis ou d'une ville française peut voyager de manière facile. Ok, bon bah merci beaucoup à vous deux d'être venus. Merci beaucoup. Le WIF, c'est terminé pour la journée, donc merci à tous de nous avoir écoutés. Les vidéos seront bientôt disponibles pour ceux qui veulent les revoir. Bonne soirée. Merci.